Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel. Pour moi, la spiritualité, concrètement, dans ma vie de tous les jours, je considère que c'est elle qui me permet, je vais employer un terme très trivial, de faire pousser des roses sur de la merde. Je suis Christine Tejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Valérie Rocheron-Houry. Dans cet épisode, vous n'entendrez pas des propos que l'on peut trouver partout, comme dans un magazine spirituel, parce qu'ils sont à la mode. Pas de namasté, pas de tarot des marsouins ou encore oracle des licornes. C'est un vrai bonheur et honneur d'avoir une invitée comme Valérie. Ce que j'apprécie chez elle, c'est sa capacité à appeler un chat. Pas de langue de bois. Avocate de formation, elle a d'abord exercé au barreau de Paris. Lassée par ce métier qui n'était pas fait pour elle, elle se tourne vers l'écriture et crée une maison d'édition de livres pour enfants. Hélas, ce n'est toujours pas sa voie puisqu'elle est contrainte de reprendre la robe et ses activités d'avocat. Mais ce métier devient néfaste pour elle, et Valérie décide envers et contre tous de mettre au grand jour sa passion pour le tarot et sa connexion avec son équipe lumineuse. Aujourd'hui, elle accompagne les chefs d'entreprise et les personnes désireuses de développer un projet professionnel. Elle les aide à définir la meilleure stratégie possible grâce au référentiel d'entreprise. C'est une offre qui mêle tarot de Marseille et astrologie. Elle propose également des référentiels de naissance qui aident à comprendre son chemin de vie et à optimiser ses atouts. Valérie m'a donné rendez-vous dans un jardin japonais. Vous entendrez des chants d'oiseaux, des cris d'enfants et la circulation au loin. Elle nous parle de Nelson Mandela, de marche en forêt et des gars de là-haut. Voici son histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Christine. Alors Valérie, qui es-tu ? Je m'appelle Valérie Rocheron-Houry, j'ai 55 ans, je suis mariée, je suis la mère de 3 fils, je suis astrotarologue, mais j'ai eu plusieurs vies. J'étais d'abord avocate au barreau de Paris, et puis j'ai vite compris que ce n'était pas mon chemin. J'ai également été éditrice jeunesse, j'ai écrit beaucoup de livres pour enfants avec une petite maison d'édition que j'ai créée qui s'appelait Plume en herbe. Et puis aujourd'hui je suis astrotarologue, mais je ne suis pas une girouette, parce que les tarots, la spiritualité, tout ce qui est un peu occulte m'accompagne depuis que je suis enfant. Mais c'était diffus, c'était en toile de fond, et puis un jour ça a émergé et ça a pris le pas sur tout le reste. Voilà. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Alors je suis quelqu'un, j'ai une image qui est très solaire, c'est souvent ce qu'on me dit. En réalité je suis quelqu'un de profondément attiré par la nuit, par la mort, par les cimetières, par tout ce qui a trait au deuil. Je suis très à l'aise dedans. Je pense que ça vient du fait que j'ai eu besoin d'apprivoiser la peur de la mort. Donc je m'y suis immergée très tôt afin de me l'imaginer comme un voyage et de relativiser tout ce qui peut arriver aujourd'hui. Et alors ce qu'on ne sait pas, c'est qu'enfant, je célébrais des enterrements. Oui. J'enterrais mes Barbies dans les boîtes à biscuits qu'on offrait à ma grand-mère pour le Nouvel An. Et je faisais des petits rituels, je creusais la tombe, je mettais des fleurs, je mettais une croix et je disais la messe. C'est pas banal. Oui, ça a inquiété ma mère qui m'a emmenée chez le psychiatre, qui a sorti toutes les sottises qu'un psychiatre peut sortir. Je pense que j'étais en fait reliée peut-être à une vie antérieure où j'ai dû officier parce qu'il y avait chez moi le souci de reposer en paix. Donc aujourd'hui j'enterre mes animaux quand ils meurent, ceux que je recueille s'ils ne survivent pas, ils sont enterrés décemment. Et voilà, c'est mon côté de nuit, mon côté oiseau de nuit que très peu de gens connaissent. Quelle est ta première pensée au réveil ? Yoga ou pas ? Je m'étire, je me demande vraiment est-ce que j'ai le temps de faire du yoga ou d'aller en forêt. Voilà, ça commence par ça parce que je planifie ma journée et puis voilà, vraiment ça commence par ça. Est-ce que j'ai le temps de faire mon activité physique, mon rituel physique en fonction de mon planning ? Ça tourne autour de ça. Alors tu le sais, c'est un podcast qui tourne autour de la spiritualité. Et la question presque centrale, parce qu'on va venir à la question centrale, c'est
Qu'est-ce que la spiritualité pour toi? C'est permettre à l'esprit de dominer la matière, de dominer le corps. C'est donner à l'esprit tout son pouvoir. Je pense qu'on se construit le monde qu'on imagine. Tout vient de l'esprit. Si tu as des pensées tristes, tu ne verras que du triste autour de toi. Je ne dis même pas qu'on attirera le triste, pas forcément. On peut attirer du très beau, mais le voir très très laid. Donc je pense que c'est permettre à l'esprit de dominer la matière. Pour moi, la spiritualité, concrètement, dans ma vie de tous les jours, je considère que c'est elle qui me permet, je vais employer un terme très trivial, de faire pousser des roses sur de la merde. C'est-à-dire que même quand c'est très moche, même quand je vis des choses pas belles, eh bien je m'efforce toujours, grâce à l'esprit, de voir les fleurs sortir de là. Pour moi, c'est ça. Spirit, c'est l'esprit d'abord. Avant toute connotation de religion, de développement personnel et tout ça, c'est vraiment la force de l'esprit. C'est ton esprit qui te permet de te construire le monde que tu veux. Et j'ai souvent comme exemple Nelson Mandela. Quand il était dans sa prison, où il est resté extrêmement longtemps, c'est son esprit qui lui a permis de s'évader. Voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est faire travailler l'esprit et quitter le plan terrestre qui peut ne pas nous convenir. Et quelle place elle a, cette spiritualité, dans ta vie? Tous les jours, non-stop. Elle m'a permis déjà de traverser des caps très difficiles parce que je me suis obligée du coup à maîtriser mon esprit et à lui apprendre à voir ce qui était beau déjà, pour me sortir d'une spirale dépressive où je me dirigeais et ça m'a carrément sauvée. Ensuite, il y a une connexion avec ce qui est plus grand que toi et moi. Ça, je travaille avec. Je ne peux pas faire mes activités sans ça. Je ne peux pas me connecter à une personne, je ne peux pas lui faire un soin énergétique, je ne peux pas faire un astro-référentiel si je n'ai pas l'aide de ce que j'appelle les gars de là-haut. Donc très concrètement, je travaille avec une joyeuse équipe qui s'appelle les gars de là-haut, qui sont mes guides en fait, et qui sont reliés à quelque chose alors qui est plus grand que toi et moi, mais qui n'est pas du tout... qui est en même temps très, très terre à terre, parce que je considère que l'univers fonctionne en vertu de lois mathématiques. Donc après la mort, notre âme s'élève et certains reviennent auprès de nous pour nous aider, pour nous guider. Voilà, donc concrètement c'est comme ça. Voilà. Donc ils sont avec moi tout le temps, c'est mes copains. Ceux qui me suivent connaissent les gars de là-haut. Alors justement, les gars de là-haut, tu disais quand je travaille, et justement la spiritualité, et donc les gars de là-haut, quelle place ils ont? Comment tu travailles avec eux au quotidien? Je les appelle. Ouais. Je les appelle, d'abord j'ai un rituel. Comme je fais des soins énergétiques également, ça peut être très lourd. On affronte des choses pas toujours belles. Donc déjà, je fais un rituel. Je les appelle, j'appelle les êtres de lumière, j'appelle la très sainte Vierge, voilà, j'y inclus, je n'ai pas de pratique religieuse, mais je prends cette puissance qui est la foi en fait, le fait de croire en quelque chose que tu ne vois pas mais qui est extrêmement puissant, d'accord? L'homme il veut tout contrôler, non, c'est pas possible, c'est là-haut que ça se contrôle. Donc je les appelle très concrètement, et puis quand j'ai besoin de quelque chose, je leur demande. Tu vois, par exemple, je suis au volant de ma voiture, j'ai besoin d'une place de parking, je leur dis les gars, il va me falloir une place de parking. Je vois que je suis très en retard, par exemple hier, tu vois, j'avais un planning très très chargé et j'étais très fatiguée avant-hier soir et je savais que je n'aurais pas pu finir la préparation des rendez-vous d'hier. Je leur ai dit, bon les gars, ça va être dur, vous allez m'organiser mon temps, je veux du temps de rab pour chaque rendez-vous et le temps de souffler. J'ai tout eu. Ils maîtrisent le temps pour moi. Voilà, ils me donnent le temps nécessaire, ils jouent avec. Voilà. Donc je les utilise comme ça, ils peuvent tout. Donc je leur demande. Après, quand je n'obtiens pas, je sais que ça ne faisait pas partie du chemin de vie. Et je leur demande de protéger mes enfants aussi. Ouais. Voilà, et ceux que j'aime. Voilà, je ne leur demande que des choses positives, que des demandes d'amour. Je ne leur demande jamais, par exemple, de gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc justement, tu parlais des gars de là-haut. Mais les gars de là-haut, j'imagine, ils n'ont pas été tout le temps là. Et quand tu t'es décidé effectivement à travailler sur une base plus régulière, en fait, c'est un peu comme si tu faisais ton coming out. Tu sais, c'est le podcast du coming out. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Comment s'est déroulé ton coming out spirituel? Alors, j'ai reçu une éducation très catholique, très stricte, que j'ai très rapidement rejetée.
parce que je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire, manger, pas manger. Ensuite, j'ai évolué dans une insouciance totale. Je ne savais même pas que les gens existaient. Pour moi, c'était des images d'Épinal, comme le Père Noël, tu vois. Quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, je devais avoir 22 ou 23 ans, je n'avais absolument aucune pratique spirituelle. Donc, j'avais déjà une puissance par rapport au tarot, mais aucune pratique spirituelle. Donc, je n'ai attiré à moi que des expériences désagréables. Des choses très très négatives. Mais tu me parlais de spiritualité, pour moi c'était une bonne sœur dans son couvent, ce que je ne voulais absolument pas. Et puis il s'est passé quelque chose en 2011, je sais pas, c'est comme si quelque chose m'était tombé dessus. Une compréhension différente du monde, en fait, c'est ça. Une compréhension différente du monde et de ce qui m'arrivait. J'ai compris que je n'étais pas seule. Et puis j'ai eu pas mal de signes, des odeurs d'encens, des odeurs de roses dans des endroits où il n'y a pas de fleurs, des voix qui me disaient de faire ceci, de ne pas faire cela, de faire attention, ou qui me disaient que telle chose allait arriver. Bon, des choses légères, hein, bien sûr. Et puis je sais pas, je les ai sentis à côté de moi et en fait j'ai eu une compréhension. Je pense que c'est ça. À cette époque, j'allais beaucoup marcher en forêt et là j'ai reçu un enseignement. Ça a l'air fou ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Tout ce que je sais, à part l'astrologie où je me suis formée, je ne l'ai pas appris dans les livres. Tout ce que je restitue, je ne l'ai pas appris dans les livres. C'est en marchant, je recevais des informations qui me semblaient évidentes. Donc ma perception du monde, elle changeait. Voilà. Et du coup, comme j'entendais, on me parlait, je suis clairaudiente, hein, donc on me parlait, du coup je me suis mise à leur répondre. Et j'ai compris qu'ils étaient vraiment là. Un jour où en parlant avec une amie, on était toutes les deux seules dans le salon, c'était l'été, toutes les portes étaient ouvertes, on ne fumait pas, il n'y avait pas de feu de cheminée. Entre nous deux, il y a eu une odeur d'encens pontifical extrêmement puissante et elle l'a ressentie aussi. Elle aussi, d'accord. Oui. Et la deuxième fois, j'étais en pleine forêt aux Antilles, un sous-bois qui sentait plutôt le mango pourri qu'autre chose. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'un bouquet de fleurs. Et je sens une odeur de rose, mais d'une puissance. Et j'ai compris. Voilà. Donc ça s'est fait. Donc la rose encore une fois. Les fleurs, la rose. Et puis je pense que c'est surtout cette perception du monde qui a changé. Je n'avais plus la même lecture de mon quotidien. Voilà. Comment ta spiritualité aujourd'hui est vécue par ton entourage? Alors, pour mon mari, elle est inexistante. Lui, il ne sait pas ce que c'est, hein. Il est franc-maçon, donc il est... Il y a une forme de spiritualité aussi dans la franc-maçonnerie. Oui, mais c'est pas, comment dirais-je, ils sont plus... C'est pas les gars de là-haut. C'est pas les gars de là-haut du tout. Pour mes enfants, je suis une prêtresse vaudou. Mon fils aîné, lui, non, il comprend. Intuitivement, il est attiré par ça. Il a des dons médiumniques qu'il n'est pas encore capable de développer, de maîtriser. C'est trop tôt et je me garde bien de l'emmener là-dessus. Mais il comprend. Et instinctivement, il se tourne vers les gars de là-haut. Instinctivement, il le fait. Il va méditer instinctivement. Voilà. Alors moi, je fais une méditation qui est active. Hein. Tu me demandais comment je la vis au quotidien. Je ne fais pas de méditation comme ça, assise sur mon fauteuil. J'ai vraiment du mal. Je fais une méditation active dans la forêt. Je suis seule, je pars seule, je m'enfonce dans les bois, je me connecte à la nature, aux êtres de la nature. Et parfois, je marche les yeux fermés. Bien sûr, quand le terrain s'y prête. Mais mon entourage, non, ils ne sont pas du tout au courant. Je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Non. Je partage cela avec ma meilleure amie. Mais avec mon entourage, non. Et ça ne me manque pas, ça ne me pénalise pas. Ils ne sont pas du tout sur la même vibration. Donc, voilà, je n'ai pas envie, je garde. Ok. Qu'est-ce que tu mets dans la case profession? Astrotarologue. Astrotarologue. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. Donc c'est tout récent? Au tout début, je me cachais sous le nom du tarot des filles, parce qu'en fait, j'étais encore avocat. Et je ne voulais pas trop que ça se sache. Ensuite, je mettais juste Valérie Rocheron. Et pendant un moment, quand on me demandait votre métier, je répondais encore avocat. Et puis un jour, je me suis dit, mais ça ne va pas, que tu n'as jamais été avocate. D'ailleurs, j'étais une très mauvaise avocate. En revanche, je suis une bonne astrotarologue. Donc maintenant, c'est fièrement, d'ailleurs, mes mails sont signés, Valérie Rocheron-Houry, astrotarologue. Super. Quelles sont les peurs que tu as su dépasser? La peur de l'abandon. La peur de manquer. La peur d'être vraiment qui je suis.
La peur de l'abandon, elle était très présente, elle a pris racine très tôt. La peur de manquer vient probablement d'une de mes vies antérieures, donc le besoin de stabilité, c'est très fréquent, me poussait à ne pas évoluer. Ouais. Et puis la peur de ne pas être moi-même, parce que mon entourage a été très hostile quand j'ai dit que je voulais être astrotarologue. Ça ne s'est pas fait comme ça, j'ai dû batailler pour l'imposer à mon entourage, mais je l'ai fait. Et en me battant pour ça, ça m'a permis de vaincre des peurs. Parce que voilà, mon époux n'était pas d'accord du tout, donc ça a créé des tensions qui étaient très, très, très fortes. Lui, il souhaitait que je reste avocate, et c'était quelque chose qu'il avait exprimé avec beaucoup de force. Mais moi, j'avais exprimé le contraire avec tout autant de force. Alors pendant longtemps, je n'ai pas osé me faire entendre parce que je craignais les conséquences sur mon couple. Et puis un jour, je me suis dit que non, j'allais être ça, et puis advienne que pourra. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Le fait d'avoir eu le courage. En fait, je me suis battue pour être ce que je suis aujourd'hui. Okay. Voilà. Ça n'est pas venu à moi de manière subtile et fluide. J'ai vraiment dû me battre pour ça. Donc ça m'a permis de dépasser la peur de l'abandon, je n'avais plus rien à faire, la peur de manquer, mon activité tourne bien, et j'ai compris que je n'avais jamais manqué de ma vie, que je ne manquerai jamais de rien. Voilà. C'est super. Quelles sont les peurs, s'il y en a, qui te bloquent encore? J'ai encore peut-être, pas une peur, mais peut-être un malaise vis-à-vis de l'argent, sur certains domaines encore. J'ai encore un peu un plafond de verre que je m'efforce de briser. Je n'ai pas le choix parce que voilà, il faut avancer, il faut évoluer. Mes prestations sont de plus en plus pointues, sont de plus en plus riches. J'y passe de plus en plus de temps, donc il faut pas que je m'épuise non plus. Parler d'ajustement plus que de peur. C'est un ajustement, mais c'est vrai que je dois travailler parce que j'ai des lignées personnelles qui sont lourdes. Je descends d'une lignée d'esclaves, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été celle, quand j'étais avocate, qui était la moins bien payée, avec les moins bons dossiers. Enfin, tu vois, j'avais vraiment financièrement, j'étais dans un circuit d'échecs, je pense, qui était relié à mes vies d'esclave. Et cette peur-là, donc, elle est partie à 80%. Et là, je travaille sur les 20% en étant vraiment moi-même. Voilà, être fière de ce qu'on fait. Je suis fière de mon travail. Je donne tout ce que j'ai. Donc, en échange, il faut que je sois soutenue dans cette énergie que je donne. Valérie, comment serait ta vie si tu devais renoncer à tout ce qu'on vient de dire, à ta spiritualité? Un cauchemar. Un monde triste, sec, aride, pauvre. Avec une énergie basse et lourde, une dépression. Je ne pense pas que je serais très très malheureuse. Je développerais un cancer et je mourrais très vite, je pense. Je m'étiolerais. Non, ce serait horrible. Non, ce serait horrible pour moi. Horrible. Donc je ne pose pas la question si tu as envie de revenir en arrière. Alors, j'ai connu ça. J'ai connu ça, je l'ai vécu. Quand j'ai fermé ma maison d'édition, parce que je sentais qu'il fallait vraiment que je sois celle que je suis aujourd'hui. Comme je te l'ai expliqué, mon entourage, en l'espèce mon époux, ne l'ont pas du tout entendu de cette oreille. Et donc j'ai été obligée, pour pouvoir gagner ma place aujourd'hui, de refaire l'avocate. J'avais quitté le barreau depuis 18 ans. Je suis rentrée par la petite porte. Donc je me suis retrouvée dans un quotidien où je n'étais plus reliée à mon spirituel. En tout cas, je n'étais plus reliée à une pratique spirituelle. Mon défi, ça a été de maintenir cette spiritualité pendant les 2 ans et demi de ce combat. Parce qu'il faut être clair, je n'ai jamais aimé être avocate. Et donc, j'ai vu ce que c'était que de vivre sans mon métier adoré. Mais j'ai tenu bon, parce que je me suis débrouillée pour consulter le soir, pour consulter le week-end. Au tribunal, j'avais mon pendule ou des choses comme ça. Autant jeu de tarot avec toi. Et c'est là que j'ai compris que j'en avais besoin, c'est mon oxygène. Donc pour répondre à ta question, si j'avais dû passer ces 2 ans et demi sans cette possibilité, le soir, le week-end, de me connecter, de consulter, mais ça aurait carrément été impossible. C'était horrible comme vie. Vraiment, très moche. Sans transition, on va revenir dans les toutes premières années. Tu parlais de maison d'édition, donc de livres. J'imagine que c'est un support que tu aimes beaucoup. Oui. Et quel est le livre qui t'accompagne encore, que tu as lu quand tu étais enfant? J'ai beaucoup aimé Les Malheurs de Sophie. Oui. C'était mon premier livre. J'ai su lire assez tôt. La Comtesse de Ségur, d'ailleurs je l'ai lu à mes enfants à voix haute.
Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais c'est d'une violence, les malheurs de Sophie. Enfin, la comtesse de Ségur avait été une enfant battue et elle racontait c'était épouvantable. Mais ça m'avait beaucoup marqué. Et je me rappelle que j'avais répété certaines des bêtises de Sophie. Couper des trucs, couper les petits poissons, enfin bref. Voilà, vraiment, non, les malheurs de Sophie, c'est mon livre de référence d'enfant. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer? Elles sont toutes mortes. Alors, Nelson Mandela, pour son courage, pour sa capacité de résilience, pour cette vie incroyable, rester 27 ans au trou et ressortir président, c'est absolument incroyable. C'est un phénix pour moi. C'est vraiment la force et la bienveillance. Donc lui, oui. Mozart, pour son génie créatif. J'ai écrit une pièce de théâtre nulle, mais enfin, voilà, que j'ai jamais publiée. J'ai écrit une pièce de théâtre sur Mozart. Maintenant, on va vouloir la lire. Je ne sais même plus où elle est. Mais son génie créatif, Mozart, pour ce mélange à la fois d'élégance et d'impertinence. Et puis Napoléon Bonaparte, pour son épopée, pour Austerlitz, pour son culot. Ouais. J'aime ça, j'aime les gens qui ont du culot, qui ont de la force. Et puis pour sa fin aussi. En fait, il a fait l'inverse de Mandela. Il était tout en haut et il a fini sur son rocher à Sainte-Hélène. Mais c'est là que sa légende est née, en fait. Voilà, ces 3 personnages-là, j'aimerais bien. Dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, personne ne m'attire. Si tu avais la possibilité d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels lui donnerais-tu? La confiance. La confiance en la vie, le sentiment que tout est possible, ce serait le premier don. L'amour de soi, sans lequel rien n'est possible, ce serait le 2e don. L'envie d'exploiter au mieux ses capacités, même si elles sont modestes, c'est le 3e don. Est-ce que tu as une devise? Et si oui, est-ce que tu veux la partager avec nous? Oh oui, j'en ai une. Et qui prend, je trouve, tout son sens en cette période de Covid. C'est va où tu veux, meurs où tu dois. Donc tu auras donc compris que je vis le nez au vent, sans masque, sans geste barrière. Voilà. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Artiste de cirque, écuyère, oui. J'ai eu 2 chevaux, mais je n'ai jamais pu faire de voltige. Et l'artiste de cirque, c'était vraiment travailler avec les chevaux. Qu'est-ce que tu emportes sur une île déserte? Mon iPhone. Ben justement, quelle est l'appli, alors je sais pas dans l'ordre, mais on va rester là sur l'iPhone, quelle est l'appli dans ton téléphone dont tu pourrais absolument pas te passer? Instagram. Instagram. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait rêver, il y a de belles photos, j'y suis active d'ailleurs. On peut partager en même temps sur Facebook et puis sur Twitter. Donc c'est très utile et il y a vraiment des comptes qui sont très très jolis. Et puis c'est là que je suis aussi les starlettes de la télé-réalité pour rire un peu. Quelle est la rencontre qui t'a marqué? Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Si je peux me permettre de reformuler, quelle est la personne qui m'a marquée? La seule personne qui m'est vraiment marquée, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, qui est morte quand j'avais 14 ans. Tous mes souvenirs d'enfant, tout mon amour d'enfant est tourné vers elle. C'est la seule personne qui m'est vraiment marquée. Parce que j'ai du mal à m'attacher aux gens. Et en fait, les personnes qui auraient pu me marquer sont mortes. Moi, je vis dans le passé quelque part. C'est ma grand-mère. Mais sinon, je n'ai fait aucune rencontre qui m'ait laissé waouh. Non. Une seule personne peut-être. Alors, c'était pour l'énergie qu'elle dégageait, qui était très particulière. C'était Nicolas Sarkozy, en dehors de tout contexte politique ou individuel. J'ai eu l'occasion de le croiser de loin, parce que c'était dans un petit meeting, une toute petite salle. Et ça m'a marqué, ce qui m'a marqué, c'est cette espèce d'énergie incroyable qu'il a. J'avais jamais vu ça chez un être humain. Voilà. Au niveau d'un être humain, dégager une énergie pareille, c'était dingue. C'est comme si, on est sorti de là, c'est comme si on avait sniffé 3 rails de coke. Et voilà, donc je n'ai jamais vu une personne avec un tel électromagnétisme. Voilà. Ça m'a marqué comme référence, mais c'est tout. Mais au niveau émotionnel, c'est ma grand-mère. Humain, c'est ma grand-mère qui m'a marqué. Voilà. Est-ce que tu es télé? Et si oui, quelle est ta série télé préférée? Je n'aime pas la télévision. Je n'aime pas les médias qui véhiculent un message de peur non-stop. Je n'ai que le plus grand mépris pour eux. En revanche, quand je veux me détendre, je vais sur Netflix et je regarde Outlander, comme beaucoup de personnes, avec Claire et Jamie. Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble? Le rocher du diamant, une île déserte, un petit caillou désert sur l'océan. Voilà, c'est là où je suis bien, seule.
tranquille. De quoi es-tu reconnaissante ou à qui as-tu envie de dire merci? À la vie, aux gars de là-haut, Ouais. pour tout ce qu'ils m'ont offert. Vraiment, je trouve qu'ils ils m'ont gâtée, ils m'ont protégée, j'ai appris à être reconnaissante justement et à voir tout ce que j'avais plutôt que de voir tout ce que j'avais pas. Donc je les remercie pour mon excellente santé, je les remercie pour veiller sur mes enfants, je les remercie pour veiller sur mon époux, sur les gens que j'aime, pour n'avoir jamais manqué de rien dans ma vie, pour me permettre de faire le métier que j'aime, pour me guider sur ce chemin. Donc pour tous les jours, je les remercie de me permettre d'être celle que je suis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je les remercie pour leur assistance tous les jours. Voilà. C'est à eux que je dis merci. Et pour finir, quel conseil tu aurais envie de donner à quelqu'un qui est, tu sais, enfermé dans son placard spirituel? Quand je parle de placard spirituel, tu sais, ce sont les personnes qui croient à quelque chose de plus grand que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui n'osent pas encore aller dans cette voie-là. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Eh bien, je leur dirais qu'à force de garder le placard fermé, le jour où elles vont l'ouvrir, ça risque de leur tomber sur la tête. Donc autant l'ouvrir tout de suite et commencer à faire le tri dans les vieilles croyances pour pouvoir ensuite se dégager les belles étagères vers le beau chemin. Voilà, allez-y, il n'y a que du bon derrière. Il n'y a que du merveilleux derrière. Tout est possible, mais c'est magique. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est magique. Le fait d'avoir la foi, et quand je dis foi, ce n'est pas ce qu'on entend à l'église ou dans toute autre religion. La foi, c'est croire. C'est croire que même si on est tout en bas, la route est lumineuse malgré tout. C'est croire en la lumière. Voilà. Moi, je me tourne vers la lumière. Donc je leur dis, ouvrez votre placard, il y a plein de lumière à l'intérieur. Allez vers la lumière et tout est magique. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Christine. À bientôt. À bientôt. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoie.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Aleph, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoie.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, àlécoutedesavoie.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.